Bonjour et bienvenue à Immobilier en jeu. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG d'Amrex. Aujourd'hui, on va attaquer le financement hypothécaire dans le 100 logements et moins. On va regarder c'est quoi les enjeux présentement dans le marché du financement immobilier hypothécaire avec Peter Quinn, un des courtiers hypothécaires les plus influents du marché immobilier québécois. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et bon épisode. Alors, Peter, bonjour, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais prendre peut-être une minute juste pour te présenter? Y a-tu du monde qui ne me connaissent pas encore? Ça manque à leur culture, ça arrive. Alors, Peter Quinn, je suis directeur de la division Planiprêt commercial qui regroupe entre autres 10 courtiers hypothécaires commerciaux à travers le Québec. On a des bureaux dans la ville de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Et à travers de ça, on a une dizaine de courtiers qui naviguent dans tout ce marché-là, en plus d'une équipe soutien de 5 analystes qui a comme pour travail de préparer les dossiers en vue de la présentation à nos différents prêteurs. Donc, je dirais, Nicolas, sur le marché, on a une excellente réputation, mais on a aussi la réputation que quand on prend un dossier en charge et qu'on accepte de prendre un dossier en charge, parce que clairement, c'est un privilège qu'on se donne en premier, mais qu'on donne aussi à nos clients. Quand on sait qu'on prend un dossier en charge, c'est parce qu'on va le mettre à terme. Donc, on est fiers des réalisations qu'on a jusqu'à maintenant. Ça existe depuis 2017, une agence qu'on a créée de toutes pièces et qui aujourd'hui a un volume d'affaires qui dépasse de 300 millions. Donc, très fier de ça. Je pense que tu as un background aussi qui est plus loin que le courtage hypothécaire. Tu as travaillé dans le domaine bancaire. C'est pas d'hier que tu fais de l'immobilier. Là. Non, ben là, j'ai arrêté de compter à partir de 30 ans d'expérience. Mais oui, j'ai commencé à 19 ans dans le financement commercial chez Desjardins. J'ai fait presque 25 ans chez Desjardins avant de faire un tour chez Banque Nationale. Et à travers de ça, j'ai dirigé un centre financier aux entreprises pendant 5 ans chez Desjardins. J'ai eu une équipe de directeurs de compte aussi, une force de vente avec un portefeuille de plus d'1 milliard d'actifs. Donc, quand même, là, on a du background, on a de l'expérience en la cravate, comme on dit. Puis, d'ailleurs, ça m'amène déjà à une première question. Au niveau des enjeux en financement hypothécaire multilogement, bon, c'est un domaine qui est méconnu, en fait, de la plupart des investisseurs immobiliers et même la plupart des professionnels de l'immobilier. Même les courtiers immobiliers, souvent, ne comprennent pas nécessairement les rouages du financement multilogement. C'est un peu comme un peu une chasse gardée, veux pas, là, puis encore plus que tu rentres dans des financements, exemple avec la CHL, ben, il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui ont de vraies bonnes réponses sur comment que ça fonctionne. Tu mentionnais avoir eu une expérience chez Desjardins, une expérience assez approfondie, puis après ça, Banque Nat, puis maintenant comme courtier hypothécaire. C'est quoi, grosso modo, quelqu'un qui commence en investissement immobilier, qui est à son première acquisition, deuxième, troisième acquisition, comment tu expliquerais ça, toi, la différence des financements, justement? On sait que de facto, beaucoup de gens vont chez Desjardins parce que c'est le marketing de Desjardins et la présence, elle est très forte au Québec. Là, c'est, on dirait quasiment des fois que c'est quasiment gouvernemental. Là, les gens, c'est comme ben, il faut que tu fasses affaire avec Desjardins. Ils viennent nous chercher d'ailleurs à l'école primaire avec mes enfants ont déjà des comptes de banque, des comptes d'épargne chez Desjardins. Et ils ne sont pas une banque à charte canadienne, fait que c'est sûr qu'ils ont une certaine flexibilité par rapport à certaines choses, mais comment tu présenterais ça, toi, si on veut, l'écosystème du financement multilogement? L'écosystème, là, il est très grand parce que si on parle uniquement de multilogement, la plupart des institutions financières vont offrir leurs services. Le problème, c'est que tu as beaucoup de jeunes directeurs de compte dans les banques et chez Desjardins qui sont habitués de faire des calculs dans une boîte. Là. Ils ne comprennent pas nécessairement la mécanique. Là. Ils mettent les chiffres dans la boîte et ils disent au client, ah, je peux te financer tant, mais ils ne comprennent pas nécessairement la mécanique. Ils n'iront pas nécessairement non plus loin avec le client pour lui dire, ben écoute, je pourrais te refinancer tel montant. Par contre, si tu arrives à augmenter tes revenus, si tu arrives à gérer telle dépense,
ça aura un impact sur ta valeur. Les directeurs de compte ne sont pas vraiment habitués de conseiller les clients. Donc, d'un point de vue écosystème, tu as les 8 grandes banques, incluant Desjardins, là, qui sont actives au niveau multilogement. Et tu as aussi le financement via des prêteurs plus virtuels comme People's Trust, First National, MCAP qui vont le faire. Et tu as le réseau des courtiers hypothécaires, principalement courtiers hypothécaires commerciaux, parce que oui, tu peux aussi cogner à la porte d'un courtier hypothécaire résidentiel, multiprêt, planiprêt, peu importe, mais ces gens-là ne sont pas nécessairement outillés pour te conseiller. Et là, le risque, si tu te retrouves avec un courtier hypothécaire résidentiel qui n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, puis qui essaie de faire la transaction lui-même, on peut se retrouver avec une lacune au niveau conseil, de la même manière que si tu tombes sur un directeur de compte qui a peu d'expérience dans ce domaine-là. Donc, l'écosystème, il est très grand, mais ce que je recommande toujours aux gens, peu importe comment l'écosystème est grand, puis que vous pouvez faire vous-même votre transaction en allant voir la banque directement, le fait d'éviter de passer par un courtier hypothécaire commercial, c'est une grosse erreur parce que on manque tout l'aspect conseil, préparation du dossier avant même de faire une offre d'achat. Donc, tu sais, tu as beau avoir le réflexe de dire je vais aller voir Desjardins en premier, je vais aller voir comment ça passe au niveau du financement. Ben, tu sais, déjà en partant, si le taux d'intérêt est plus cher, puis si le niveau de conseil est plus ou moins là, il y a des grosses chances que tu ne vas pas faire nécessairement la meilleure transaction surtout pour ton premier immeuble à logement en plus. Absolument. Puis souvent, ben, quand tu commences, tu sais, exemple, chez Desjardins ou dans une banque, ça peut être bon comme investisseur dans ta carrière, oui, de faire affaire avec un courtier hypothécaire commercial comme toi, comme quelques-uns d'autres qu'on connaît très bien. Ça peut être aussi bon aussi de maintenir une bonne relation avec un bon banquier dans une ou deux ou trois institutions parce que, tu sais, il y en a des bons banquiers. Tu sais, il y en a qui ne sont pas débutants et que c'est des vrais banquiers d'affaires et qui comprennent la business. Là. Euh, mais ça reste que, tu sais, les institutions sont quand même différentes, on s'entend. Là, tu le pointes bien. À même la même institution, tu peux avoir vraiment une expérience très différente. Tu sais, exemple, un P1, donc un directeur de compte débutant chez Desjardins, versus un P3, un P4, l'expérience peut être extrêmement différente. Et c'est la même chose probablement dans les autres banques également. Tu peux avoir un banquier que ça fait justement 15-20 ans que, mettons, il est chez Banque nationale. C'est un gars éduqué, c'est un gars qui a de l'expérience. Donc, ton expérience peut être très différente du banquier qui vient de finir son bac en admin à l'Université Laval, puis que ça fait 6 mois qu'il est banquier dans l'institution, premièrement. Puis ensuite, ben, les institutions ont toutes des critères très différents aussi. Là, autant, entre, exemple, Desjardins, les grandes banques, mais aussi les institutions plus, comme tu disais, virtuelles. Là, les paramètres de financement sont très différents. Fait que tu as tout ça à naviguer aussi. Là. Absolument. Puis, même, tu sais, tu parlais de relationnel avec un banquier, puis tu as raison, c'est bien de pouvoir bâtir une relation de confiance avec un prêteur, mais l'expérience me montre qu'il y a deux lacunes à ça. La première, c'est que ton banquier va changer de chaise très souvent. Et en général, après 2 ans, le directeur de compte avec qui tu as établi une relation d'affaires va aller vers un autre poste ou une autre institution financière pour améliorer son statut. Donc, le côté relationnel existe de moins en moins avec les banques à cause de ce roulement-là au niveau des employés. Ouais. Mais avant tout, le côté relationnel, tu te rends compte qu'il n'était pas si fort que ça quand tu utilises un courtier hypothécaire qui commence à magasiner pour toi ailleurs, puis tu te rends compte que ton directeur de compte, que ça fait 10 ans qu'il te sert, tout à coup, ça fait peut-être 10 ans que tu te fais fourrer puis tu t'en rendais pas compte. Ça, c'est le bout qui est plate un peu. Puis on a beaucoup de clients qui s'en ont rendu compte quand ils nous ont demandé de faire ce qu'on appelle un appel d'offres au niveau des banques parce que, mis à part le financement multilogement, il y a tout l'aspect du financement semi-commercial et commercial dans lequel souvent nous autres, on agit de cette manière-là. Ça veut dire qu'on va faire un processus de soumission bancaire. Et là, on prend un dossier, on le présente au directeur de compte avec qui le client a déjà une relation d'affaires, mais on le présente aux 7 autres institutions financières, puis on arrive à la meilleure transaction et très souvent, c'est le directeur de compte lui-même qui était le plus cher dans son transactionnel. Donc,
il faut magasiner. Tu sais, la morale de l'histoire, il faut magasiner, mais l'autre morale de l'histoire importante, questionnez-vous beaucoup sur le niveau de compétence et d'expérience de la personne avec qui vous travaillez. On a, tu sais, sur le marché, il y a autant de courtiers hypothécaires commerciaux que de directeurs de compte commerciaux, mais c'est pas tout le monde qui a l'expérience dans ce domaine-là. Tu sais, t'as des agences concurrentes à nous qui présentent leurs produits, qui présentent leurs courtiers hypothécaires. Les gars, ça fait même pas 6 mois qu'ils font la job, puis qui se prétendent être capables de conseiller un client. Excuse-moi, là, mais Nicolas, tu le sais comme moi, là, quand tu n'as pas un bon bagage d'expérience en arrière de la cravate, la première question que je poserais comme client, c'est qu'est-ce que tu connais là-dedans? Mm. Tu sais, vraiment, comment tu peux me conseiller quand ça fait 6 mois que tu fais ce job-là, puis quand en plus, tu n'es même pas toi-même propriétaire d'immeuble à revenus? Ça ne marche pas. Comment tu peux me conseiller? Donc, vraiment, comme client, là, il faut, peu importe qu'on aille voir un directeur de compte directement dans une banque ou qu'on utilise les services d'un courtier hypothécaire, première question, c'est quoi le niveau d'expérience que tu as, puis combien de transactions annuellement tu fais pour être capable de me prouver que tu as l'expérience de faire ce travail. Plus que tu as plus de transactions aussi, tu as plus de poids aussi au niveau de la négociation de ce qui est contractuel. Ben oui, durant la pandémie, on a vu, entre autres, un prêteur hypothécaire, pour ne pas le nommer, People's Trust, qui s'est carrément retiré du transactionnel pendant presque 2 mois. Oui, ils ont fermé leur bureau carrément. Ils ont fermé, tu sais, c'était comme, on va servir nos clients actuels, mais sans plus, on ne fait pas de transactions nouvelles. Et comme courtier hypothécaire, ben, on s'est mis à faire la tournée des prêteurs comme Banque nationale, Banque Laurentienne, Banque Royale. Et on a réussi à négocier des taux d'intérêt qui nous étaient propres à Planiprêt commercial parce qu'on était capable de leur promettre un volume d'affaires de 100 millions par année. Mm. Fait que Banque nationale, qui n'avait pas fait beaucoup de transactions avec nous dans le passé, quand je me suis assis avec eux, puis je leur ai dit, les boys, on peut vous garantir 100 millions cette année, mais on veut une tarification en conséquence. Ben, on a cette tarification-là aujourd'hui. Fait que le client qui va voir lui-même Banque nationale va avoir un taux X, mais s'il vient nous voir, il va avoir un bien meilleur taux grâce à cette entente-là. Fait que le volume d'affaires du bureau de courtage avec qui on travaille est super important aussi. Tu as des courtiers hypothécaires qui n'ont pratiquement pas de volume. Comment ils peuvent négocier une entente avec un prêteur? C'est difficile, là. Je pense que l'autre chose aussi à faire attention, c'est faut que tu t'assures que si tu décides de faire affaire avec un courtier hypothécaire commercial, t'assurer que c'est réellement un courtier hypothécaire. Tu sais, parce qu'il y en a plusieurs, des courtiers hypothécaires commerciaux ou même résidentiels, qui font affaire finalement, ils envoient 95 % de leur volume au même prêteur. Ben, tu sais, rendu là, oui, tu as peut-être un épargne au niveau du volume parce qu'il amène tellement de volume, mais est-ce que tu as vraiment le meilleur financement? Difficile à dire parce que le courtier, finalement, le but d'avoir un courtier, c'est d'aller faire le tour des institutions. Puis justement, comme tu dis, faire un processus un peu d'appel d'offres, tu sais, ou des fois, peut-être pas nécessairement un appel d'offres, mais des fois aussi, comme courtier hypothécaire, tu sais que, bon, ben, ce dossier-là, pour telle et telle raison, avec tel profil de client, je serais mieux de le présenter à telle institution financière, tu sais. Oui, absolument. Puis tu l'as dit tantôt, le meilleur financement. Le meilleur financement ne veut pas nécessairement dire le meilleur taux d'intérêt. Non, ça c'est clair. Quel genre de flexibilité tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux faire exactement comme transactionnel? Tu veux-tu optimiser, refinancer par la suite? Si c'est le cas, je ne t'emmènerai pas chez People's Trust. Tu vas être pris 5 ans, prêt fermé, puis tu ne pourras plus rien faire. Tu vas avoir le meilleur taux, mais tu vas maillir dans un an quand tu vas vouloir refinancer parce que tu ne pourras pas le faire. Ou quand tu vas vouloir mettre un deuxième rang qu'un prêteur privé, puis que People's Trust va faire non. Et voilà, tu sais. Donc, de bien connaître le besoin du client premier, ça, là, je te dis, il y a plein de courtiers hypothécaires et de directeurs de compte qui ne posent même pas la question au client. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton immeuble? Veux-tu refinancer? Tu veux-tu optimiser? Tu veux-tu revendre dans 2 ans, juste faire un coup d'argent? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu as l'intention de faire ce projet-là, je ne t'emmènerai pas nécessairement à telle institution financière. Ce ne sera pas le taux qui va être important. Ouais. Et rendu là, le taux, anyway, c'est une dépense déductible. Ça change quoi que tu payes 25 points de base ou 35 points de base plus cher ailleurs si tu as plus de flexibilité? Hein? Non, c'est clair. Au net, surtout si tes immeubles sont rentables, au net, ça ne change pas grand-chose. Ça, c'est clair. Absolument.
Parlant des enjeux immobiliers, tu sais, toi, ta spécialisation, c'est surtout, mettons, on va dire 5 à 100 logements, mais en réalité, toi, personnellement, ta spécialisation, c'est plus le 12-18 à 100 logements environ. Là, c'est ton créneau à toi. Là, tu sais, on sait que dans le marché, on a un prédateur Apex qui s'appelle Tommy Archambault qui est dans le 100 logements et plus. On sait qu'il y a une grosse guerre dans le 5 à 12 logements, à 5 à 20 logements environ. Là. Toi, tu sembles avoir être devenu un peu le prédateur Apex on va dire, du 18 à 100 logements. Là. C'est quoi les différences? Tu sais, moi, je le vois souvent comme un peu un monde à trois volets. Tu sais, ben, même à quatre si on inclut les petits plex. Mais mettons, on sort des petits plex, puis on est dans le 5 logements et plus. Tu sais, le 5 à 10-12, c'est vraiment un monde dans le financement. Le 12 à, on va dire, 75 à 100, c'est un autre monde. Puis le 100 et plus, c'est vraiment un autre monde. Toi, comment tu vois les différences entre les trois? Puis qu'est-ce qui caractérise celui dans lequel que toi, tu sais, spécifiquement? La différence entre les trois, c'est le niveau de conseil. C'est clairement, le 5 à 12 portes est souvent une première acquisition pour un client ou pas Ouais. loin d'une première acquisition pour un client. Donc, ce client-là doit être conseillé en premier sur comment structurer ses finances, comment présenter son dossier, comment structurer sa valeur nette pour arriver à réaliser sa première transaction, acquérir son expérience, parce qu'on sait que passer 12 portes, si tu as zéro expérience puis tu vas acheter un 16 logements, ça risque d'être un enjeu. Là, à moins que tu aies été propriétaire d'entreprise toute ta vie puis que tu as géré des employés puis que tu es capable de démontrer que tu as un niveau d'expérience connexe. Mais sinon, le 5 à 12, c'est le premier immeuble. Fait que c'est le niveau de conseil sur la mise de fonds, comment structurer ta valeur nette, comment structurer ton endettement, la première gestion de ton immeuble. Donc, tu vas mettre en relation ce client-là avec d'autres professionnels qui vont l'entourer pour bien le guider, que ce soit des notaires, des gestionnaires immobiliers, choses comme ça. Quand tu tombes dans le 12 portes à 100 portes, là, tu commences à tomber dans du monde qui ont déjà une expérience, ils ont déjà un premier, deux immeubles, trois immeubles. Ils se sont déjà associés avec d'autres personnes aussi. Donc, c'est des gens qui sont habitués, qui vont acheter un produit ou qui vont aller vers autre chose. Donc, ils ont déjà eu plusieurs immeubles à revenus, puis là, ils veulent commencer à goûter à l'optimisation. Ils ont déjà des immeubles à revenus, puis là, ben, tout à coup, ils veulent se lancer dans du semi-commercial ou dans le commercial, ils veulent aller vers autre chose. Donc, le niveau de conseil est rehaussé. Ça prend quelqu'un qui a de l'expérience pour être capable de conseiller un client comme ça parce que, clairement, il faut l'emmener vers autre chose. Donc, c'est un créneau que je couvre beaucoup, effectivement. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas nécessairement du 100 portes et plus parce que j'ai fait des transactions cette année, un 156, un 140 portes. J'en ai fait de la transaction de ce type-là. Mais le niveau de conseil du 12 à 100 logements, c'est des gens avisés, c'est des gens qui connaissent le marché, mais ces gens-là, souvent, sont déjà à la même institution financière depuis longtemps et n'ont pas ouvert leurs œillères vers autre chose, vers d'autres types de prêteurs et on leur fait découvrir évidemment beaucoup d'autres choses. C'est plus un Donc, conseil stratégique versus le 5 à 12, qui est plus un conseil, on va dire, de réussite, de réussir à faire la transaction, tandis que dans le 12 et plus, c'est plus, OK, on sait qu'on va réussir le financement. Maintenant, comment on peut optimiser cette réussite-là? oui, puis tu as des propriétaires d'immeubles à revenus qui ont 30, 40 portes, qui ont juste acheté un immeuble sans nécessairement se questionner sur le niveau de rentabilité, sur comment rehausser cette rentabilité-là. Puis, tu as eu de mes clients au MREX cette année qui sont propriétaires de plus de 100 portes que j'ai référés chez vous parce que ces gens-là avaient une bonne idée intuitive de comment gérer leur immeuble puis la rentabilité de leur portefeuille, mais n'avaient pas découvert toute l'ingéniosité de l'aspect financier en arrière de tout ça, puis de comment rehausser leur... Et là, tout à coup, après avoir suivi ton cours, entre autres, ces gens-là se sont questionnés sur OK, qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je peux augmenter mes revenus? Qu'est-ce que je peux gagner de plus? Ça va être quoi sur mon rendement? Quel va être l'effet? Oups, qu'est-ce que je peux aller chercher comme refinancement pour me propulser ailleurs? Donc, ça, c'est le niveau de conseil que je suis capable d'apporter à ces gens-là parce qu'évidemment, c'est le niveau d'expérience où je suis rendu d'allumer les gens sur une transaction
pas seulement faire un achat d'un 6 pour faire un 6 ou un 12 pour un 12. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet immeuble-là après? C'est clair. As-tu allumé que tes frais de chauffage, tu peux faire telle affaire? As-tu allumé que ta valeur municipale est beaucoup trop élevée par rapport à la transaction qu'on est en train de faire? Donc, ces gens-là, on va les allumer vers de l'optimisation, de l'accroissement de revenus, de l'accroissement de valeur de patrimoine. On va les ouvrir vers d'autres prêteurs qui ne sont pas habitués, avec lesquels on va travailler. Fait que c'est le niveau de conseil que je vais faire beaucoup. Comparativement à Tommy, qui est effectivement un courtier hypothécaire qui est reconnu dans le 100 portes et plus, et beaucoup dans le neuf aussi. C'est une expertise qui, écoute, puis franchement, là, je lève mon chapeau parce que la construction, c'est tout un volet, c'est difficile. J'en fais de la construction, mais jamais à ce niveau-là. Puis honnêtement, je préfère laisser ce marché-là à Tommy parce qu'il a développé une expertise là-dedans. Je vais vraiment préférer travailler avec des clients qui veulent se construire des plus petits immeubles ou qui veulent vraiment agrandir leur parc immobilier. Les enjeux dernièrement, il y en a eu plusieurs. À la date qu'on se parle présentement, on est au début mois de juin 2020. On vient de passer à travers on va appeler ça les mois de confinement du COVID. Ça a été un moment fort intéressant, je pense, au niveau multilogement et spécifiquement au niveau hypothécaire. On a vu le premier enjeu qui a été toute l'histoire du moratoire. Là, tout le monde, avant le 1er avril, là, a comme sauté sur le bateau de OK, bon, ben, les banques vont offrir un moratoire sur soit le paiement du capital sur les hypothèques ou même carrément sur le paiement complet de l'hypothèque. Et on a été quand même quelques-uns, moi, toi, Tommy, mon ami Guy Béazard, Jeff Tremblay, on a été un peu si on veut, dans la poignée de main ou la dizaine de personnes qui disaient haut et fort, wow, attends un peu, là. Allez pas sauter sur ce bateau-là tout de suite, là. L'eau a de l'air calme, là, en sortant de la baie, mais elle va peut-être être extrêmement houleuse. Là. Fait que pensez-y bien avant de sauter sur ce bateau-là. J'ai vraiment vu, en fait, un sujet qui a autant enflammé les investisseurs immobiliers. Il y a du monde. Moi, j'ai été banni de certaines pages de certaines personnes de l'immobilier. Il y a des gens qui m'ont bloqué de Facebook, il y a des gens qui m'ont carrément envoyé chier en privé parce qu'ils étaient fâchés, puis fort vraiment parce qu'ils ont pris le moratoire, puis maintenant, ben, ils étaient devant le fait vécu, puis ils n'ont pas aimé ça. Mais ça a été un enjeu majeur, puis ça a été un enjeu majeur, puis ça n'a pas fini de l'être, là, parce que les gens qui l'ont pris le moratoire, là, ça va être un enjeu majeur dans les prochains temps. Toi, je pense d'ailleurs, tu as travaillé avec quelques clients que tu as tout de suite vu un peu la conséquence de cette affaire-là. Ben, dans le fond, la conséquence, moi, ça faisait longtemps que je disais aux gens, si vous prenez un congé en capital, si vous demandez à un prêteur de vous octroyer un congé de remboursement en capital, c'est parce que vous en avez réellement besoin. Ouais. Quand on est dans une crise financière et qu'on demande de l'aide, c'est la bonne chose à faire. Parce qu'on ne veut pas se mettre à risque comme individu, puis on ne veut pas mettre à risque non plus nos actifs. Puis on ne veut pas se mettre en défaut non plus. Puis on ne veut pas mettre à risque le banquier non plus. On veut protéger tout le monde. Dans ce cas-là, on va demander un congé en capital. Quand on est fort financièrement, qu'on n'a pas perdu de locataire, qu'on n'a pas de mauvaise créance dans notre immeuble, et que là arrive le COVID, et qu'on pourrait demander un congé de remboursement en capital, puis qu'on le fait quand même, là, il faut garder à l'esprit que ça occasionne du travail pour un prêteur. Le travail, là, c'est pas juste de peser sur un piton puis arrêter les paiements. Là, ah non, je pensais que c'était le même que ça se faisait. Ah non, là, il faut analyser la situation, comprendre pourquoi le client nous demande un congé. Après ça, une fois qu'on a fait ça, on va demander l'autorisation à notre gestionnaire d'octroyer un congé. Une fois que c'est fait, on imprime une convention qui change les paiements. On fait signer le client. On doit se déplacer pour rencontrer le client. Et donc, il y a du travail associé à ça. Le banquier le fait parce que le banquier a offert ça à tout le monde. Donc, il est un petit peu malaisé après de dire, ben,
sais-tu quoi, toi, t'es fort, je te l'offre pas, mais toi, t'es pas fort, je te l'offre. Là, il est obligé de l'offrir à tout le monde. Fait que le banquier est obligé de faire le travail, mais ça ne tente pas. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais un job et que ça ne te tente pas de le faire? Tu t'en rappelles. Ça, c'est clair. Tu t'en rappelles. Donc, au dossier, il y a une note qui est écrite qui dit Ah, Peter Quinn a demandé un congé en capital, il n'en avait pas besoin. Il y a une note. Là, tout le monde me disait non, 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 c'est pas vrai, il n'y a pas de note. Puis, regarde, j'ai été banquier pendant 25 ans, je sais en tabarnouche qu'il y en a une note. Okay? Mais. En plus, quand tu as commencé comme banquier, il n'y avait pas d'Internet. Les banquiers ne vont jamais te le dire qu'il y a une note au dossier. Ils veulent pas mal paraître, puis ils ne veulent pas te faire peur. T'sais. Et là, je disais aussi aux gens, faites attention, la SCHL va certainement réagir si vous avez demandé un congé en remboursement que vous n'aviez pas besoin. Là, encore là, tout le monde s'obstinait, blablabla, blablabla, jusqu'au jour où j'ai publié sur Facebook, dans le fond, un texte dans lequel j'avisais maintenant les gens que la SCHL nous le demande. Est-ce que le client fait l'objet d'un congé en capital actuellement? Et au début, nous autres, on répondait à la SCHL, oui. Ben oui, le client faisait l'objet d'un congé. Fait que oui, on répondait. Et la SCHL, du coup, nous répondait, ce client-là, tant qu'il fait l'objet d'un congé de remboursement capital, il est jugé en retard sur ses obligations. Donc, il reviendra nous voir quand ça sera réglé. Hey! Fait que là, j'avais enfin la preuve que ça créait un problème. Je l'ai publié sur Facebook. Encore là, tu l'as vu, tu as vu les échanges. Il y en a qui me traitaient d'épais, il y en a d'autres qui me disaient « T'as raison, Peter, blablabla. » Moi, je me suis gâté dans le poste. En tout cas, j'ai gâté pour... Mais tout ça pour dire qu'au final, maintenant, encore aujourd'hui, quand on présente une demande d'emprunt, on doit expliquer à la SCHL si le client fait l'objet d'un congé ou non. Puis on pose la question au client, puis je leur dis aux clients qui m'appellent, si tu fais l'objet d'un congé aujourd'hui, on va commencer par aller annuler ce congé-là. Tu vas commencer à faire tes paiements normalement. Et là, on va dire à la SCHL que tout est beau, que tu ne fais pas l'objet d'un congé. Et comme ça, on ne te qualifie pas comme en retard. Donc, tu peux avoir la perception que tu n'es pas en retard parce que tu bénéficies d'un congé, c'est vrai, mais dans les faits, si on prend ton amortissement de 25 ans que tu avais puis qu'il y a un paiement que tu ne fais pas, tu es en retard par rapport à l'amortissement total. Ouais. Donc, c'est l'effet que ça provoque. Fait que quand on demande de l'aide puis quand on demande un congé en capital, c'est parce qu'on en a besoin. Ouais. Sinon, on ne fait pas cette demande-là à un banquier. Je pense que c'est autant plus clair. Ben, tu sais, moi, je vois deux choses là-dedans. Tu sais, d'un, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui disent ouais, mais là, Equifax, on dit que ça ne sera pas sur notre tête de crédit, puis blablabla. Puis, tu sais, nous autres, notre CFO chez MREX, Dr. Christian Bordelot, qui est quand même un gars assez bien, on va dire, éduqué et expérimenté de son travail à la SCHL. D'ailleurs, qui a travaillé beaucoup avec Equifax dans le deal SCHL-Equifax. Puis ce que Christian a expliqué aux gens, c'est OK, peut-être que Equifax dit ça, mais la réalité, c'est que Equifax, c'est des algorithmes et l'algorithme n'a pas été changé d'un. Fait que ça, c'est une première chose. De deux, mettons que ça n'a aucun effet par magie sur ton Equifax à TransUnion, là, puis qu'ils disent la vérité, là, parce qu'eux, je veux dire, ils n'ont jamais menti à personne, ils n'ont jamais fait d'erreur, ils n'ont jamais perdu aucun data, ça se peut pas, là. Bien sûr, pour les gens qui écoutent, c'est du sarcasme, mais l'autre côté. Oh, ouais! Ouais, c'est ça. Mais l'autre côté de la médaille aussi, c'est comme tu dis, les perceptions. Puis tu sais, il ne faut pas oublier, là, le financement aujourd'hui, là, on n'est pas encore rendu à l'âge des robots, là, que tu envoies des chiffres, puis un robot, puis le financement sort. Il y a des banquiers, il y a des êtres humains, il y a des vice-présidents, il y a des gens à l'interne. Et ce que tu envoies comme message, et ce que ça crée comme perception, qu'il y ait une note au dossier ou non, là, la perception, elle reste la même pareil. Là. Le message que tu envoies pareil, c'est OK, t'es pas si fort que ça comme investisseur. S'il faut que tu demandes avant le 1er avril, tu sais même pas encore si tu collecteras pas du monde. Tu es déjà en train de demander. Ouais. Tu sais, ce que tu envoies comme message, c'est que tu es un investisseur. C'est un langage fort. Je suis désolé pour les gens sur le bien-être social. En fait, mes parents ont déjà été sur le bien-être social quand j'étais jeune. J'ai jamais caché à personne
mon enfance, on va dire, humble, mais là, ce que tu envoies comme message, comme investisseur immobilier, c'est que tu es un investisseur immobilier BS. Tu t'en vas suctionner là, le téton gouvernemental, là, puis le téton de la banque, là, dès que tu peux. Ouais. C'est pas comme ça qu'on démontre. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup au marché multilogement, aux investisseurs. Ils ne comprennent pas la game complète. Tu sais que la game, là, c'est pas juste d'accumuler des portes, mais que c'est encore un marché très inefficient. C'est pas la bourse. C'est encore très relationnel. C'est qui tu connais. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? C'est très important. Ça ne changera pas toute ta carrière, mais il y a bien des choses qui peuvent être différentes. Plus que cette réputation-là est bonne. Tu sais, exemple, avec des courtiers immobiliers, si tu as une réputation tu réponds vite quand ils t'envoient des deals, puis que quand tu es dans un deal, que tu fais tout pour closer le deal, ça va avoir un gros impact. Là. Tu sais, les gens, des fois, moi, j'ai 18 transactions en 8 mois personnellement. J'en ai une autre douzaine qui s'en viennent. Tu sais, je vais finir l'année mettons, les 12 derniers mois, là, entre fin septembre 2019, fin septembre 2020, là, je devrais être avec mes 2 partenaires à peu près à une trentaine d'acquisitions. Puis il y en a là-dedans, c'est des méchants deals, puis il y en a pas mal là-dedans que personne n'a jamais vu passer. Mais pourquoi? Parce que j'ai une crédibilité, puis j'ai bâti une réputation, puis je continue constamment à l'entretenir. Tu sais, dès qu'un courtier m'envoie un pocket listing, je réponds là, tout de suite. Je l'analyse en dedans de 24 heures, puis je donne une réponse. Dès qu'on est dans une transaction, je fais tout pour ne pas laisser la transaction tomber. J'en ai quelques-unes qui ont tombé, mais tu sais, sur mes 18 acquisitions, j'ai peut-être fait 22 offres. J'en ai peut-être 20 qui ont été acceptées. Fait qu'il y en a en réalité juste 2 que j'ai laissé tomber. Mais ça, là, il n'y a pas de note à nulle part. Là. Mais l'être humain, ça y envoie un message subliminal de « OK, ça vaut la peine de faire affaire avec cette personne-là ». C'est la même chose avec des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des banquiers, des gestionnaires immobiliers, des associés, des investisseurs passifs. Il faut comprendre ce concept-là, je pense. Absolument. Puis la crédibilité est importante. Puis quand tu es financièrement fort, puis que tu fais justement cette demande de congé en capital, le premier réflexe, c'est attends une minute. Si tu avais eu un logement vacant dans ton 6plex, tu n'aurais pas fait cette demande-là. Là, les 6 sont là, ils t'ont payé, ou bien ils bénéficient d'un montant du gouvernement pour les aider à payer ton logement. Puis finalement, tu n'as pas de mauvaise créance, puis tu viens m'achever avec une demande de congé en capital. Ça là, c'est ça qui se passe dans la tête du banquier en ce moment. Ouais. Puis c'est justement, les banquiers n'en veulent pas des clients comme ça. Malheureusement, là, il faut vraiment le constater, les banquiers n'en veulent pas, mais les clients ne le réalisent pas. Jusqu'à temps que des gars comme toi, comme moi, qui postent sur Facebook pour dire, ben, regardez, on vous l'avait dit qu'il ne fallait pas faire ça. Là, aujourd'hui, vous êtes mis face à ça, puis là, vous revenez en arrière, puis écoute, tu t'en rappelles, la quantité de posts, il y en a plein de monde qui disait, ouais, j'ai fait le changement. Hey, merci Peter, j'ai fait le changement. Puis, ah oui. Seigneur, on vous l'avait dit au départ. Puis ça amène l'autre point. Écoutez les gens qui sont crédibles et qui ont investi le temps et la réflexion pour être expert de marché. Tu sais, combien de fois qu'on voyait, on entendait le monde dire « Ah, mais j'ai demandé à ma caissière ou j'ai demandé à mon banquier ou j'ai demandé à mon beau-frère ou j'ai demandé à un ci, puis un tel, puis un tel, puis un tel. » C'est important d'avoir du discernement, de comprendre c'est qui les gens qui savent de quoi ils parlent. Tu sais, puis je sais que c'est difficile. Puis tu sais, c'est pas pour dénigrer contre personne qu'on dit ça. Là, tu sais, je veux dire, tu es un P1 chez Desjardins, ça fait 6 mois que tu es banquier chez Desjardins, ou ça fait 1 an et demi que tu es banquier chez Banque nationale. On n'est pas là à essayer de te bâcher et de dire que tu n'es pas bon. C'est pas ça qu'on dit. Mais certes, tu n'as pas l'expérience d'acteur de marché. On a parlé de Tommy tantôt, de toi, de moi, de Christian, de bien d'autres. Il y a bien d'autres personnes qui sont des excellents acteurs de marché qui ont à la fois une compétence, une connaissance, une expérience, une capacité de synthèse pour arriver à une réflexion intelligente et d'arriver à une réflexion intelligente basée sur des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement clairement écrites noir sur blanc. C'est important comme investisseur immobilier de comprendre la nuance entre un acteur de marché qui est un expert et quelqu'un qui est un professionnel, qui fait bien sa job, qui essaie de faire du mieux qu'il peut. Il y a vraiment un niveau parce que le multilogement,
c'est pas simple, là. C'est un domaine fort compliqué, fort complexe, qui est en constant changement. Effectivement. Effectivement. Puis, on parlait justement du changement. On publiait aussi durant la pandémie, on encourageait les gens à refinancer, préparez-vous pour la relance. Oui, exact. Et là, tu as vu récemment la SCHL qui a fait comme wow. Ça, c'est l'autre enjeu, là. C'est un autre changement qu'il y a eu dernièrement. Ça, c'est l'autre enjeu qu'on a vécu. Et là, évidemment, la SCHL a d'autres manières, une autre façon de voir le refinancement qui n'est pas méchant parce que ça encourage le réinvestissement dans le parc immobilier. Mais clairement, aujourd'hui, on ne refinance plus parce qu'on a envie de faire le tour du monde et s'acheter un beau bateau. Là. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu sais, pour les gens qui sont à l'écoute, l'enjeu dont on parle, c'est qu'il y a environ 10 semaines et demie, la CHL a annoncé un changement au niveau de la politique de retrait d'équité par refinancement. Donc, tu as, par exemple, un immeuble présentement qui vaut 1 million, tu as seulement 500 000 d'hypothèque avec, on va dire, Desjardins ou une banque en conventionnel. Tu décides d'aller refinancer avec la CHL sur une nouvelle valeur pour avoir un ratio prix-valeur plus élevé, donc retirer de l'argent et le mettre dans tes poches. Bien, ce que tu vas faire avec cet argent-là va déterminer si la CHL va te financer ou pas, ce qui n'était pas le cas avant. Absolument. Auparavant, on présentait une demande de refinancement à la SCHL, puis on n'avait pas nécessairement à expliquer le but. Donc, on disait à la SCHL que le client compte acheter un nouvel immeuble ou faire des rénovations, mais on n'avait pas besoin d'expliquer. Et si le client voulait s'acheter une belle Ferrari avec ça, il pouvait le faire aussi. Ce n'était pas un enjeu. Maintenant, la SCHL veut avoir le détail explicatif vraiment détaillé de qu'est-ce qu'on va faire avec notre transaction. Donc, le 500 000 que tu parlais tantôt au niveau refinancement, on va faire quoi avec? Est-ce qu'on veut acheter un immeuble? Est-ce qu'on veut refinancer? Est-ce qu'on veut rénover, optimiser un autre immeuble? Est-ce qu'on veut racheter un actionnaire? Tous ces projets-là sont bons. Mais si on dit, par exemple, ben, je retire 500 000, là-dessus, je vais mettre 300 000 pour rénover, puis le reste, je le garde pour moi. Non, oui, ça ne marche plus, ça. Il faut que ça serve à de l'investissement immobilier, absolument. On ne peut plus penser retirer les fonds pour soi-même. Donc, aujourd'hui, le seul défi qu'on rencontre, puis qu'on n'a pas encore de réponse claire au niveau des banquiers, c'est comment tout ça va être contrôlé. Oui. Ouais. Donc, quand on dit à la SCHL que le 300 000 ira pour acheter un nouvel immeuble, 200 000 ira pour rénover des immeubles dans le parc immobilier du client, ça, la SCHL accepte ça, pas de problème. Maintenant, le 500 000 qui est rendu dans les mains du prêteur est contrôlé comment? Est-ce que c'est mis dans un compte en fiducie puis on attend que la transaction se fasse? Est-ce que c'est mis dans un dépôt à terme puis on attend que la transaction se fasse? Ce bout-là, pour l'instant, les banquiers sont un peu dans le néant. Il n'y en a pas un pour le moment qui m'a répondu clairement comment il allait gérer tout ça. Je pense aussi, l'autre chose, moi, ce que j'entends inquiéter beaucoup les investisseurs présentement, c'est tous les investisseurs qui, à quelque part, leur mise de fonds vient d'un investisseur passif, là, par exemple, là, soit par des actions privilégiées ou des actions ordinaires, ou à la limite, c'est dans le fond, ce qu'on appelle la quasi-équité dans l'ingénierie financière. Il y en a beaucoup en ce moment qui sont inquiets parce qu'ils financent en mise de fonds qu'un investisseur comme ça. Après ça, ils font leur rénovation avec un prêteur privé, avec comme objectif, à la fin, une fois que l'immeuble est bien stabilisé, bien, d'aller la cristalliser avec un financement à long terme SCHL et de sortir assez de refinancement pour clairer le deuxième rang du prêteur privé, mais aussi rembourser, donc racheter les actions privilégiées d'un investisseur passif pour que l'investisseur passif puisse reprendre son capital en dedans de 1-2 ans avec son rendement, puis repartir de son bord, faire ces choses-là. En ce moment, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont extrêmement inquiets sur est-ce que la SCHL va permettre ça? Est-ce qu'ils vont le voir comme étant un retrait d'équité ou c'est un rachat d'un actionnaire? Tu sais, on sait en ce moment que c'est un peu flou. Mais ça, c'est possible. Il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, du moment qu'on a fait un prêteur privé et qu'il a pris un lien sur l'immeuble, c'est qu'on doit rembourser, il n'y a pas d'enjeu. On veut racheter les actions privilégiées d'un actionnaire. C'est correct aussi, on peut le faire. Mais il faut que cet actionnaire-là quitte la transaction après.
Oui, parce que s'il y a des actions ordinaires et des actions privilégiées, là, ça peut venir compliquer les affaires. Mais on peut racheter des actions privilégiées aussi, mais dans les faits, il ne faut pas que ce soit de l'argent qui retourne dans les mains du propriétaire actuel. Ouais. Fait que moi, si j'ai acheté un immeuble puis que tu m'as prêté de l'argent et que tu étais actionnaire privilégié, ben, je vais présenter une demande à la SCHL en disant je rachète les actions privilégiées de Nicolas à tel prix, telle valeur. J'ai une offre d'achat qui confirme tout ça. Ben, il n'y a pas de problème, ça va passer. Mais il ne faut pas que ce soit, je vais racheter les actions, je vais donner un montant à mon actionnaire privilégié, mais il va rester actionnaire en transaction. Ça ne marche pas. Ouais. Parce que là, il va être qualifié comme en retrait d'équité plus que. Exact. Ah, c'est ça, c'est là que ça peut être compliqué parce que souvent, tu as des actionnaires privilégiés qui vont mettre la mise de fonds en échange d'actions privilégiées, ouais, mais qui vont également avoir des actions ordinaires. Tu sais, un modèle un peu hybride. C'est là que ça peut. Là, ça ne fonctionnera pas. Là, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il soit racheté et qu'il sorte du deal. Absolument. Ouais, fait que ces éléments-là ne sont pas encore clarifiés de façon officielle. Même pour les prêteurs, la position SCHL n'est pas encore claire. Et même pour la SCHL, quand tu parles à des souscripteurs à la SCHL, même pour eux, c'est pas tout le temps clair parce qu'ils n'ont pas encore vécu toutes les situations. Ouais. Donc, on va le vivre au fur et à mesure des nouvelles demandes de financement. On a actuellement l'équivalent de à peu près 25 dossiers entre les mains de la SCHL en traitement. Et il y a tous ces cas-là là-dedans. Il y a de la réno, il y a de l'achat, il y a du rachat d'actionnaires, il y a de tout. Fait dans les prochaines semaines, on va avoir un petit peu plus de guidelines à donner à nos clients sur comment c'est traité là-bas. On va voir les réponses, puis on va être capable de voir après ça à bien conseiller nos clients. Ouais. Une question qui est peut-être un peu out of the park, là, mais ça me fait penser à un enjeu dans le financement personnel, dans le financement résidentiel. Il y a eu une annonce aussi au niveau du financement résidentiel. Là. Le CHL modifie un peu les paramètres pour les gens qui veulent acheter une maison avec un financement assuré SCHL. Et là, on a vu Canada Guarantee, puis Genworth, donc les deux autres assureurs hypothécaires au Canada, sont des assureurs hypothécaires privés, venir dire, ben écoute, ça c'est bien beau, mais nous, on garde les vieux paramètres. Parce que, tu sais, à quelque part, ça leur permet d'aller chercher une plus grande part de marché. Dans le multilogement, on a juste la SCHL. Ouais. Puis je l'ai souvent, cette question-là, de bien des investisseurs. Comment ça se fait que Canada Guarantee ou Genworth ou Genworth ne viennent pas jouer dans le marché du 5 logements et plus? Écoute, honnêtement, je ne connais pas la réponse de ça parce que je pense qu'il y a un potentiel à aller chercher. Évidemment, il y a du marché à aller chercher. Puis je pense que ce serait avantageux pour les investisseurs d'avoir un autre joueur qui rentrerait dans ce marché-là. Mais en même temps, je pense que ça prend aussi beaucoup de capitaux pour pouvoir le faire parce que comme assureur, tu dois maintenir des réserves de côté pour assurer les pertes sur prêt futures. Exact. Et je ne pense pas qu'ils ont les reins assez solides pour être capables d'embarquer dans un marché comme ça. Probablement que s'ils le faisaient, ça serait dans un contexte où il y aurait du cherry picking au début, ça serait que les meilleurs pour éviter d'avoir des pertes sur prêt puis constituer un fonds de réserve. Et graduellement, ils prendraient du risque de plus en plus. Donc, je pense que pour le moment, ils ont voulu simplement se spécialiser dans le résidentiel. Puis... C'est quand même spécial, tu sais, parce qu'ultimement, c'est un monopole. On ne se cachera pas que la SCHL, au niveau de l'assurance hypothécaire multilogement, c'est un monopole, tu sais. Puis, pourtant, le monopole n'existe pas dans le résidentiel. Aux États-Unis non plus, dans le multilogement, tu sais, tu as Fannie Mae, tu as Freddie Mac, qui sont comme des SCHL un peu, tu as la FHA. Donc, tu as différentes options. Je comprends aussi que, tu sais, la SCHL, mais dernièrement, ont fait des annonces parce qu'ultimement, ils veulent pas... ils sont pas là nécessairement pour enrichir les investisseurs. Tu sais, le but de la CHL, c'est un organisme paragouvernemental. Le but, c'est finalement d'aider l'accession à la propriété puis d'aider à le logement abordable. Mais c'est quand même intéressant, c'est curieux, pareil, qu'on n'ait pas d'autres options. D'après moi, un jour, cette situation-là va se présenter. Ça va venir à un moment donné, mais je pense que ce n'est pas à court terme qu'on va voir ça non plus. C'est un marché ça fait longtemps que la SCHL est là-dedans. Le marché est hyper structuré à ce niveau-là, donc
d'arriver avec un nouveau joueur, il faut que tu aies vraiment un fonds vraiment solide financièrement pour que le Oh oui. gouvernement, puis là, c'est là qu'on dit, pour que le gouvernement accepte que tu rentres dans ce marché-là, dans son marché à lui. Ça, c'est un autre problème, Hey, effectivement. c'est le Parce que gouvernement qui va la t'autoriser à SHL, rentrer c'était vraiment là-dedans. payant pour le gouvernement. Là. Je pense que c'est quoi, c'est là 2 ans, le dividende, c'était 4 milliards de dollars que la SHL a octroyé au gouvernement. Oui, puis le niveau de perte sur prêt était à 0,01%. Aïe, aïe, aïe. Fait que, on le sait, c'est reconnu, ils prennent très peu de risques quand tu Ouais, autorises une transaction et on a beau dire qu'ils prêtent à 85%, mais on parle d'une valeur économique et non d'une valeur marchande. exact. Donc, on ne prête pas à 85% dans les faits, on prête à beaucoup moins que ça parce que souvent, la valeur marchande est à 1,5 million, mais la valeur économique est à 1,3 million, puis on prête 85% d'1,3 million. Finalement, je prête à 75% d'1,5 million. Tu sais? Alors, où il est le risque quand tu prêtes à 75% d'une valeur marchande? Ben, c'est ça. En reprise de finances, tu revends pour le solde de ton hypothèque, puis tu ne perdras pas, là. Donc, c'est des belles primes, c'est de la belle argent qui est perçu par le gouvernement. Puis quand tu regardes le montant des primes, on regarde nous autres cette année au niveau juste des primes SCHL que nos clients ont pu payer. On a facilement plusieurs millions en primes SCHL qui ont été payées. Mais quand tu regardes le nombre de souscripteurs et de salaires qui est payé pour desservir ces gens-là, juste avec notre agence, ça couvrait les salaires de tout le monde. Ouais. On n'est pas les seuls qui en fait, là. Desjardins en fait, d'autres agences Oh oui, hypothécaires en font, National entier, je veux dire. Fait que le niveau de profitabilité, il est énorme en ce c'est clair. moment-là. C'est clair. Fait que comme prêteur, comme assureur hypothécaire, pourquoi je laisserais rentrer quelqu'un d'autre dans le marché? Mm, C'est la même chose que la SAQ. c'est clair. Même chose Puis qu'Hydro-Québec. là, le SQDC vient d'annoncer finalement un premier dividende, faisant en sorte que c'est maintenant l'entreprise la plus rentable pour le gouvernement. Il était temps. C'est supposé être rentable. Les revendeurs de drogue l'ont compris, ça fait longtemps, eux autres. Oui, c'est ça. C'est clair. Toi qui es dans le marché depuis aussi longtemps, euh, il y a probablement beaucoup de gens à l'écoute aujourd'hui que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans qu'ils sont dans le marché, même ceux que ça fait 10 ans qu'ils sont dans le marché. C'est quoi, c'est quoi ta perspective sur comment que le marché multilogement a changé entre, exemple, il y a 20 ans, donc on est en 2020, donc entre les années fin 90, début 2000 versus aujourd'hui? Puis comment tu extrapolerais ça pour le futur? Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, puis c'est toujours une réponse difficile, là, mais tu sais, vraiment juste d'un point de vue opinion, on jase là, autour d'une bière. Mm. Je pense que, ben, en tout cas, je peux te dire comment on gérait ça dans le passé, comment on gère ça aujourd'hui. Dans le passé, comme prêteur hypothécaire et comme investisseur immobilier, il y avait beaucoup de pif. Hein? Ça s'achète 14 fois les revenus. Ah, paye ça 14 fois les revenus, puis ça va être un bon investissement. Puis on ne regardait pas. Écoute, initialement, moi, là, chez Desjardins, on ne regardait pas la capacité de payer. Même sur un immeuble de 12 portes, là, un ratio de Wow. couverture de dette, ça n'existait même pas. Wow. Ouais, On le concept de valeur regardait, économique est arrivé pas mal plus tard. Là. nous autres, là, on commandait une évaluation marchande. Ouais. Tu payes 1,5 million, ça vaut 1,5 million, parfait, je te prête 75% de ça. That's it. On ne se cassait pas le bonbon. Fait qu'il y en avait une couple qui ont compris la game, qui avait des bons chums évaluateurs agréés. Là. Et j'imagine que oui. Puis rendu là, on a vu aussi beaucoup d'investisseurs qui, dans les crises économiques, ont eu de la difficulté à passer au travers parce Ouais. que la rentabilité n'était pas au rendez-vous. Et là, tout à coup, le concept de rentabilité est arrivé. Ouais. Là, lentement, on a commencé à implanter la rentabilité d'un immeuble, le ratio de couverture de dette. Les gens ont commencé à s'intéresser un petit peu plus à ça. Et là est arrivé les écoles comme le MREX, où là, on enseigne aux gens à se questionner sur la rentabilité de l'investissement qu'on est en train de faire. Et là, on ne parle plus d'un immeuble, on parle d'un investissement. C'est ça. On fait de la finance. Donc l'immeuble est devenu un véhicule financier, comme investir à la bourse, comme investir dans un dépôt à terme. C'est devenu un véhicule financier qui t'apporte un rendement, qui va te coûter évidemment un investissement, mais qui t'apporte un rendement. Et
là, graduellement, le marché est en train de changer parce que les gens sont de plus en plus avertis. Et les gens ont suivi des formations, les gens se sont impliqués dans des transactions, se sont beaucoup questionnés sur la rentabilité de l'investissement qu'elle allait mettre en place. Et je pense que dans le futur, ça va amener une nouvelle façon de négocier sur le marché. Encore aujourd'hui, tu as des vieux vendeurs, on va les appeler comme ça, ceux des années 90, là, que ça fait longtemps qu'ils détiennent leur immeuble, qui, dans leur esprit, ça vaut encore 15 fois puis 16 fois. Puis c'est le prix qu'ils veulent avoir sur le marché. Alors que les acheteurs, eux autres, le regardent en rentabilité. Dans 10 ans, dans 15 ans, nos acheteurs d'aujourd'hui vont vendre. Ils vont vendre en toute connaissance de cause de combien ça vaut réellement. Ouais. Donc, oui, ils vont essayer de vendre, mais ils n'essaieront pas de vendre à 25 de plus que la valeur économique parce qu'ils sont conscients que l'acheteur ne sera pas capable d'acquérir dans ce cas-là. Tellement un bon point. Puis c'est drôle parce que ce point-là, tu viens de me faire penser à quelque chose. Hein. Il y a des gens qui me disaient, là, je me rappelle, il y a 3-4 ans, ah, les balances de prix de vente, ça va être mort bientôt. Là. Tu sais, un peu comme, je pense qu'il y a un gars qui avait écrit un livre là, qui disait que les blocs, ça allait mourir en je ne sais pas trop quelle année, là, que ça n'existera plus. Là, on achèterait juste des terrains. En tout cas, finalement, ce gars-là, on se rend compte que c'est un vendeur de terrain. C'est drôle d'adon. Mais tout ça pour dire que le monde me disait, il n'y aura plus de balance de prix de vente dans le futur. Moi, je dis le contraire. Je pense qu'il va en avoir bien plus parce que les acheteurs d'aujourd'hui achètent avec la balance, comprennent l'avantage de la balance et donc vont encore plus comprendre l'avantage pour eux comme vendeurs de vendre avec une balance dans 10-15 ans. Oui. Puis, comme vendeur, quand tu vends avec une balance de vente puis que ça tourne mal, la meilleure position que tu peux avoir, c'est justement de racheter cet immeuble-là pour le solde des prêts, puis de reprendre une possession d'un immeuble que tu connais déjà. C'est ça. Fait que toi, là, t'es bright d'un matin, tu vas dire à ton emprunteur, qui est parce que tu es devenu un créancier, ouais. Tu vas lui dire, regarde, tu n'es pas capable de me payer, tu n'as pas payé le premier rang, il te reste 1,3 million à payer sur un immeuble qui en vaut 1,6 million, moi, je reprends possession de ça. Ouais. Pour le solde de la dette. Fait que je vais payer des jardins plus ma créance, il me reste 1,3 million, mais je reprends un immeuble qui vaut 1,6 million, je le connais parce que c'était mon immeuble avant, je le renipe un petit peu, puis je le remets sur le marché 1,8 million, puis je viens de refaire de l'argent avec. Exact. Une deuxième fois. Exact. T'sais, en plus de l'intérêt que j'ai fait sur ta balance de vente pendant tout le temps que tu m'as payé. Ouais. Donc, c'est pas une position si à risque que ça, une balance de vente. Mais évidemment, il faut quand même se questionner sur est-ce que c'est rentable de mettre en place une balance de vente ou pas selon le prix qu'on paye. Exact. Avec le concept de, tu sais, il ne faut pas égorger non plus notre acheteur parce que sinon, il ne sera plus capable de faire face à ses obligations, surtout que là, les taux d'intérêt sont très bas. Ils vont le demeurer pendant un certain temps, mais il faut garder à l'esprit que la reprise économique va venir avec une hausse des taux. Et là, ben, c'est le fun aujourd'hui, les taux sont bas, mais si je mets une balance de vente et que les taux se mettent à monter, ça se peut que ça soit difficile parce que là, ma valeur économique va se mettre à baisser. Oui, c'est un sujet d'ailleurs, on a parlé de long en large. Je pense que c'est quoi, il y a peut-être 1 an et demi, là, à la fin 2018, les taux avaient commencé à augmenter considérablement. Là, on avait eu une augmentation de quasiment 100 points de base, puis là, on se sonnait la cloche beaucoup pour dire, hey, attends un peu, là, assurez-vous là, de recalculer vos affaires, là, oui, parce que vous allez peut-être avoir de mauvaises surprises, vous allez peut-être être obligé de recapitaliser vos prêts lors des refinancements. Ça serait pas surprenant d'ici, mettons, 2 ans que les taux aient monté d'0,5%, peut-être même 3/4%. Ça serait pas surprenant qu'on revienne à ça. Dépendamment de la reprise, si c'est une reprise en V, en U, en L, là, oui. Je pense qu'il est encore très tôt pour déterminer qu'est-ce qui va se passer, mais effectivement, c'est une possibilité. Là, il va se passer quoi quand ta valeur économique va avoir chuté et que dans 5 ans, tu vas vouloir refinancer pour payer ta balance de vente que tu ne seras pas capable de racheter? Exact. Et on va avoir ces défis-là tantôt. Là. Fait qu'il faut, la balance de vente, je pense que oui, c'est intéressant. Puis quand tu disais comment les transactions se feront dans le futur, ils vont se faire entre personnes averties, autant du côté du vendeur que du côté de l'acheteur. Exact. Fait que là, on va avoir vraiment à démontrer que ça vaut ce prix-là, puis quel risque je suis prêt à prendre comme acheteur pour aller de l'avant. Donc, c'est bien ce qui se passe en ce moment. Là, ce qui nous reste dans le fond à aller chercher, je pense que où l'acheteur n'est pas encore un acheteur averti,
c'est dans l'utilisation des bons professionnels autour de lui, puis dans la formation. Même si tu es un acheteur averti, il y a actuellement sur le marché des écoles qui sont reconnues, je pense, qui donnent un excellent travail, qui donnent une formation qui est vraiment approfondie. Puis c'est pas pour pousser le MREX que je fais ça aujourd'hui, mais je pense qu'on a quand même une très belle formation qui est donnée à ce niveau-là. Mais il existe encore sur le marché des écoles qui propagent n'importe quoi comme nouvelle, qu'on peut acheter un immeuble sans mettre de mise de fonds et tout ça. Et ça, clairement, pour le moment, ces acheteurs-là qui passent par ces écoles-là ont les lunettes roses, puis c'est un monde de licorne pour eux autres aujourd'hui, là, jusqu'à temps qu'ils viennent nous voir puis qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne peut pas se faire de cette façon-là. Il faut que ça l'arrête. Il faut qu'on propage des vraies bonnes informations pour qu'en bout de ligne, on soit capable de bien informer nos acheteurs et nos vendeurs et faire en sorte qu'on ait un marché qui soit encore plus spécialisé dans le futur. Ah, c'est clair. Il faut que les attentes soient bien gérées. Là. Puis le marché est en constante évolution. Là, je pense qu'autant pour nous comme professionnels, on investit beaucoup de temps à continuer à se former. Là, c'est drôle. On est tout en train de parler de formation. Puis souvent, les gens vont dire ouais, c'est normal, vous vendez des formations. Moi, j'achète vraiment bien plus de formations que ce qu'on vend. Là. Puis, en réalité, on ne vend pas une formation. On monte une formation, on l'offre. Puis les gens qui désirent évoluer, ils viennent l'apprendre. Tu ne dis pas je vais aller m'acheter un baccalauréat ou je vais aller m'acheter une maîtrise ou un doctorat. On n'est pas là pour vendre des formations. Ce pas des produits de consommation. Et ultimement, de toute façon, c'est une drôle de discussion au Québec. Tu sais, elle est très, très forte au Québec, cette discussion-là. Ah, pas besoin de formation. La meilleure école, c'est d'aller acheter puis d'apprendre. Ben non, en fait, ça, c'est la meilleure manière de te planter. Oui, absolument. Puis Dieu sait, tu sais, dans notre domaine, nous, on les voit. C'est parce que malheureusement, les gens sur Facebook ou sur Internet ne voient pas ces cas-là de gens qui se sont plantés. Tu sais. C'est la meilleure manière de se planter, de ne pas avancer aussi rapidement qu'on pourrait, puis de ne pas avoir le fun qu'on pourrait, parce que c'est un domaine hyper le fun. C'est un domaine dans lequel que tu peux investir, qui est extrêmement plaisant quand tu le fais bien puis que tu sais comment le faire. Et c'est un domaine qui est constamment en train de changer. Il faut que tu te formes, là, que ce soit des cours, que ce soit d'écouter des émissions comme ce qu'on est en train de produire présentement, de lire, de réfléchir, mais je pense que je lisais récemment dans un livre philosophique, je pense que c'était de la philosophie de la Grèce antique, de Stoïque, qui disait justement les gens pensent à tort que de l'expérience, ça se gagne en faisant quelque chose. C'est pas comme ça que l'expérience se gagne. L'expérience se gagne en s'éduquant et en faisant la chose et en continuant à s'éduquer à travers cette action-là. Et en commettant des erreurs. Ben c'est ça. Donc, l'expérience ne vient pas de... En fait, la discussion de l'action versus l'éducation, c'est une fausse discussion. C'est pas ça la discussion. C'est pas un ou l'autre. C'est les deux ensemble. C'est ça que ça prend. Ouais. Tu peux pas juste te former, mais tu peux pas juste passer à l'action. Parce que dans les deux cas, si tu fais juste te former, ben, tu n'auras pas de résultat. Si tu fais juste passer à l'action, ben, tu vas avoir des mauvais résultats. Fait qu'il faut que tu mettes les deux ensemble. Et c'est ça la réalité. En agissant, tu vas acquérir ton expérience, mais ça risque d'être plus long versus si tu vas chercher les deux, comme tu dis, en même temps. Là. Exact. Est-ce que tu as un dernier mot pour les investisseurs qui nous écoutent là, concernant les prochains temps, les prochains mois? Le dernier mot, je pense, qui est super important, c'est n'hésitez pas à vous entourer de professionnels d'expérience. Puis, je pense qu'il faut arrêter de se questionner sur combien ça coûte. Oui. Les économies de bout de chandelle. Dans notre métier, si on va vers le courtage hypothécaire, il y a des courtiers hypothécaires qui sont à une demi de %, il y en a qui sont à 1 %, il y en a qui sont plus chers encore. Mais à un moment donné, le juste prix en fonction de l'expérience qu'on va chercher puis du professionnel, il ne faut pas se questionner sur combien ça coûte. Il faut se questionner sur combien ça va me rapporter comme investisseur de travailler avec un vrai professionnel. Ouais. Donc, je pense que dans le futur, il faut que les gens aient toujours à l'esprit, il faut que je m'entoure de bons professionnels, notaires, comptables, courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, de bonnes écoles de formation autour de nous pour être capable de bien se préparer. Ça, là, ça n'a pas de prix. Il faut travailler avec les vrais bons professionnels
par la suite, là, le reste, ça va couler de source. Donc, je pense que ce que j'encourage le plus les gens, c'est oui, vous pouvez faire votre électricité vous-même dans votre maison. Il n'y en a pas de problème. Ça se peut, par exemple, que la bâtisse va flamber après, puis que là, vous allez vous dire, j'aurais donc dû prendre un électricien, mais je voulais sauver 100$. C'est ça qu'il faut arrêter d'avoir comme thinking, puis il ne faut pas avoir peur d'investir pour engager des bons professionnels. Absolument, absolument. C'est un excellent point. Merci beaucoup de ton temps, Peter. Merci beaucoup Merci pour les gens qui ont été à l'écoute aujourd'hui. Sur ce, je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, de vous inscrire sur le e-campus du Collège MREX au www.formationenlignemrex.com. Et également, si vous voulez pousser votre éducation à un autre niveau, il y a le certificat en ingénierie financière multilogement que vous pouvez trouver toute l'information sur www.mrex.co. Et je vous souhaite un excellent été, un excellent moment d'investissement. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et bonne journée à tous.